Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'y avez pas échappé. Et même si vous n'y êtes pas, eh bien, cet infox aujourd'hui est devenu un véritable fait politique. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Emmanuel Anison, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous publiez l'affaire Madame le jour où la première dame est devenue un homme. Anatomie d'une fake news, c'est aux éditions Studio Fact. Et je vous propose d'entendre deux réactions immédiatement, celle d'Emmanuel Macron, puis de Brigitte Macron. Je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. C'est-à-dire, les trois quarts de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites c'est qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. La voix de Brigitte Macron. Alors Emmanuel Anison, elle le dit bien, Brigitte Macron, il y a 3 niveaux. Et alors vous avez étudié, vous avez enquêté sur déjà les 2 premiers niveaux. D'où part cette rumeur? Alors cette rumeur, elle part le 10 décembre 2021 dans une chaîne YouTube très très peu connue, vraiment du fin fond d'Internet, qui est tenue par une médium, Amandine Roy, qui reçoit une personne qui s'appelle Natacha Ray. Alors on ne la voit pas, on voit juste la photo de cette femme avec des lunettes noires, un grand chapeau. Elle veut rester anonyme manifestement. Et cette femme dit qu'elle a enquêté depuis 3 ans, qu'elle est journaliste indépendante et qu'elle a enquêté depuis 3 ans sur l'identité sexuelle de Brigitte Macron et qu'elle a les preuves que Brigitte Macron est un homme. Alors, ce qui est un petit peu, en fait, particulier dans cette affaire, parce que des histoires et des rumeurs et des fake news, il y en a plein, c'est que cette émission connaît un écho absolument incroyable. En quelques heures, elle est retweetée, elle est partagée plus de centaines de milliers de fois, et elle prend d'ailleurs une telle ampleur que Brigitte Macron, et vous venez de l'entendre, est obligée, début janvier 21, de s'exprimer sur le plateau de TF1 et d'une radio aussi, pour dire « Non, je ne suis pas un homme ». Et alors, ce qu'il y a de tout à fait fascinant dans cette enquête que vous publiez sous le titre L'affaire Madame, Emmanuel Anison, c'est qu'on a affaire à 2 femmes qui ont manifestement une sorte de monomanie. Il y a donc l'une de ces femmes qui raconte qu'elle a eu une épiphanie, qu'elle a vu une photo de Brigitte Macron, que ça n'allait pas et qu'elle a enquêté. Bon, si les verbes ont un sens, je ne crois pas qu'on enquête de cette manière-là, mais en tout cas, ça part de cette monomanie-là et ça explose. Pourquoi ces 2 femmes que vous avez rencontrées, pourquoi celles-ci décident de développer cette monomanie-là sur les réseaux sociaux? En fait, ce qui est intéressant dans cette affaire, pourquoi moi je m'y suis intéressée aussi, c'est parce que pour la première fois, c'est très rare, on avait l'origine d'une fake news, c'est-à-dire c'était incarné par cette Natacha Ray, qui effectivement s'attaquait au plus haut sommet de l'État, qui a obligé le plus haut sommet de l'État de réagir, ce qui est quand même assez exceptionnel puisque Brigitte Macron a même dû porter plainte. Donc c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est d'essayer de comprendre, pour une fois, c'était peut-être possible d'approcher la source d'une fake news et de comprendre ce qui motivait les ressorts de cette fake news. Donc j'ai approché Natacha Ray pendant plusieurs mois. Elle a finalement accepté de me rencontrer et j'ai pu intégrer aussi tout son entourage et tous ceux qui aujourd'hui travaillent sur cette fake news, travaillent entre guillemets, mais qui réellement prennent du temps. Et j'ai rencontré donc cette femme qui a 51 ans, qui au départ a une vie parfaitement de citoyenne anonyme, complètement lambda, qui a une éducation tout à fait normale, qui est cultivée, qui a beaucoup lu, qui d'ailleurs voulait être artiste, cite des artistes, des poètes, enfin voilà, qui était
végane, très impliquée dans la défense des animaux. Enfin, voilà, une citoyenne vraiment parfaitement inoffensive. N'importe qui. Voilà. Elle vivait en couple avec un homme qui avait un site de produits naturels, d'huiles essentielles, de commerce de ce type de produits. Et donc, elle a travaillé avec lui. Et puis, elle a vu arriver en 2017 le couple Macron. Et déjà, sur Internet, il y avait des rumeurs autour de Brigitte Macron, ou plutôt des moqueries. Des moqueries qui la comparaient à des hommes, sur son physique, en fait, et sur la différence d'âge, qui clairement était un point de non-acceptation. C'est-à-dire qu'on est habitué à voir des hommes plus vieux. On ne faut pas oublier que Donald Trump, par exemple, a 24 ans de différence avec sa femme. Mais là, dans ce sens-là, clairement, ça choquait. Et puis, il y avait aussi l'origine de ce couple qui s'était connu très jeune, Emmanuel Macron étant mineur. Et ça a aussi focalisé beaucoup l'attention de Natacha Ray. Et Natacha Ray a commencé à creuser sur Internet. Et à ce moment-là, elle a commencé à creuser sur Internet et elle s'est dit, même ce physique est bizarre, elle a partie de ces éléments-là. Et puis, il y a eu, quand le couple Macron est arrivé au pouvoir, des enquêtes journalistiques. Et les enquêtes journalistiques ont expliqué que le premier mari de Brigitte Macron, dont elle s'est séparée, donc ensuite pour donc épouser Emmanuel Macron. Ce premier mari était inaccessible et d'une certaine manière effacé de l'histoire. Alors ça a complètement déchaîné l'imagination et les fantasmes de Natacha Ray, qui s'est dit, mais si on nous cache quelque chose, si on nous cache ce mari, c'est qu'en fait derrière, il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus grave. Et elle a commencé à creuser, et comme ça arrive souvent, elle s'est trouvée elle-même happée par son histoire, et pendant 3 ans, elle l'a passé finalement, elle s'est peu à peu marginalisée, hein, et elle a passé finalement cette histoire à occuper toute sa vie. Oui, c'est-à-dire c'est une forme donc d'obsession, ça devient parfaitement obsessionnel. Ça suppose donc une certaine réélaboration, puisque donc on doit transformer une femme en homme, une femme qui a eu des enfants. Bref, il va falloir raconter un récit proprement hallucinant pour réussir à expliquer pourquoi ce couple est un couple en réalité bien éloigné des apparences, Emmanuelle Anison, et c'est ce qu'elle va écrire, et c'est ce qu'elle va réussir finalement à formaliser. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle travaille, et en fait, la réalité, c'est que tout est imparfait, vous savez, dans la vie. Des documents, des photos de mariage elle va dans les archives, elle se rend compte que la photo de mariage de Brigitte Macron avec son premier mari, il n'y a pas les prénoms. Or, dans toutes les photos de mariage publiées dans les journaux, il y a les prénoms. Donc, s'il n'y a pas les prénoms, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Enfin, vous voyez, tout fait signe, en fait, tout fait preuve. Et puis, il y a On va dans les archives, elle se retrouve face à un trogneux, c'est un signe qu'elle est effectivement surveillée. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, tous les indices qu'elle récolte sont des indices qui, selon elle, viennent alimenter la certitude que Brigitte Macron est un homme. C'est ça. Et puis, il y a des réalités. C'est-à-dire qu'elle demande un extrait d'acte de naissance à la mairie d'Amiens qu'on lui refuse 2 fois. Donc, si on lui refuse, c'est que... Parce que normalement, c'est vrai qu'une mairie est censée le fournir. Ça veut donc dire que cet acte de naissance n'existe pas. Et puis, quand il réapparaît, une fois que l'affaire éclate, eh bien, ça veut bien dire qu'entre-temps, il y a eu fabrication de cet extrait de naissance. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, il y a ce biais, mais qui se nourrit de réalité, c'est-à-dire on va dire, de silence aussi, de mensonges. Enfin, l'histoire de Brigitte Macron n'est pas une histoire simple, hein, clairement. Et donc, il y a eu, et les biographes le disent, du silence autour de cette histoire, de ce premier mari, de cette rencontre avec Emmanuel Macron qui était très jeune, et donc ce qui a provoqué évidemment des grosses tensions autour d'elle à l'époque. Donc, tout ça a été... De fait, je pense que Brigitte Macron n'a pas très envie qu'on revienne sur tout ça. Et le propre de ces défiants, et je me permets juste une petite incise, je les appelle les défiants parce que je préfère un mot qui ne surplombe pas, et je trouve que complotiste, on est tout de suite dans le jugement. Et finalement, les défiants sont très divers, il y a des gens très différents, et donc l'intérêt de ce mot défiant fait que, il me semble, on est moins surplombant. Ces défiants s'accrochent à tous les silences, à tous les petits mensonges, à toutes les failles. Et puis d'ailleurs, cette femme, Natacha Ray, vous dit Emmanuelle Anison qu'elle n'est pas d'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas qu'elle est en train de faire de la politique, elle est en train d'exhumer la vérité. Oui, alors vous dites elle n'est pas d'extrême droite. C'est très intéressant parce qu'on a dans la tête que, voilà,
un complotiste, c'est quelqu'un qui a 2 neurones et qui est d'extrême droite, ok, et on les met de côté. Sauf que ce serait trop facile. On a tous eu dans nos familles, au moment, par exemple, de la crise du Covid, On a tous eu. des gens qui mettaient en doute le vaccin, et entre celui qui se dit peut-être que le vaccin, en fait, il est au profit des laboratoires pharmaceutiques, et entre celui qui dit ce vaccin a été créé pour tuer l'humanité, vous voyez, il y a des grandes différences, en fait. Et il y a des gens très différents. Et là, dans cette immersion que j'ai faite, j'ai rencontré à la fois un assureur, une hôtesse de l'air, une banquière, quelqu'un qui avait voté Emmanuel Macron en 2017. Natacha Ray était en couple avec quelqu'un de gauche, alors qu'elle-même est très conservatrice. Vous voyez, il y a des très très grandes différences, très très grandes nuances de défiants. 8h21, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs. Vous publiez l'affaire Madame le jour où la première dame est devenue un homme aux éditions Studio Fac. C'est un titre suffisamment parlant. Vous avez évoqué avec nous, Emmanuel Anison, une partie de votre enquête, puisque vous êtes allé à l'origine de cette fake news et vous nous avez dit que la femme qui était à l'origine de cette fake news était une femme qui, a priori, ressemblait à n'importe quel individu, à ceci près qu'elle était devenue obsessionnelle de Brigitte Macron, qu'elle voulait à tout prix que Brigitte Macron soit un homme, qu'elle avait rassemblé une sorte de bazar complètement hétéroclite pour servir d'appui à cette thèse, et que de manière complètement inattendue, cette thèse avait flambé sur les réseaux sociaux, si bien que lorsqu'on est par exemple sur X, anciennement Twitter, on ne peut pas échapper à cette infox. Pour continuer à l'analyser, nous sommes en compagnie également de Laurent Cordonnier. Bonjour Laurent Bonjour. Cordonnier, vous êtes sociologue, directeur de la recherche de la Fondation Descartes. Alors ce n'est pas la première fois qu'une infox touche à l'intimité du chef de l'État. On songe bien sûr à Pompidou avec donc la calomnie qui avait touché sa femme. Là aussi, qu'est-ce qui a changé depuis Laurent Cordonnier, ou quelles sont les permanences? Alors, ce qui a changé depuis, c'est évidemment le développement des réseaux sociaux, d'Internet, qui rend possible à tout un chacun aujourd'hui de diffuser sa vue du monde, sa vision du monde, ses théories sur tel ou tel événement. Donc une ouverture, on va dire, au partage de la parole publique, ce qui est en soi une bonne chose dans une démocratie. Mais Internet a aussi donné la possibilité à des gens qui ont envie de détecter dans le réel des anomalies, ce qu'ils pourraient paraître des anomalies dans la narration officielle d'événements importants, une infinité de documents, de photos, d'images, de vidéos dans lesquelles il est possible de creuser et de découvrir tout à coup tel événement qui semble ne pas coller. Alors, c'est pas très grave si cet événement est important ou non, si on peut lui donner une explication autre qu'une explication complotiste. Ce qui est important, c'est d'accumuler ces anomalies dans une forme de ce que mon collègue Gérald Bronner appelle de millefeuille argumentatif, qui paraît devenir à la longue une théorie du complot. On voit, Emmanuel Anison, en lisant votre livre, donc on a une sorte de processus en 2 étapes. Première étape, donc cette femme dont on a parlé, qui réussit donc à filmer une vidéo sur YouTube, et celle-ci se diffuse. Et puis cette infox, des milieux que je vais qualifier de complotistes professionnels s'en emparent et vont lui donner une ampleur sans précédent. C'est ça, c'est-à-dire que quand l'émission commence à être retweetée, elle est évidemment retweetée d'abord dans un petit milieu on va dire, sites d'extrême droite, complotistes, et puis peu à peu, ça gagne un autre, ça prend une ampleur qui dépasse ce petit milieu initial. Ce qui se passe aussi, c'est que Natacha Ray se voit submergée de propositions d'aide à travers toute la France. Donc, depuis cette affaire, et ça existe encore aujourd'hui, il y a des groupes de citoyens qui, en France, travaillent pour prouver que Brigitte Macron est un homme. Donc, ces groupes sont toujours actifs et continuent d'entretenir aussi cette histoire sur Internet, qui fait qu'elle n'a jamais disparu complètement. Et puis, très vite, Natacha Ray, ne trouvant pas de relais dans les, on va dire, ce qu'elle appelle les médias mainstream généraux, elle s'adresse à Xavier Poussard, qui en fait, écrit dans une revue confidentielle d'extrême droite qui s'appelle Faits et Documents, qui lui, évidemment, alors pour le coup, a des raisons politiques beaucoup plus claires de vouloir propager cette fake news, qui d'ailleurs le dit, et me le dit clairement, voilà, l'idée c'est de déstabiliser le pouvoir. Lui, il en fait une série d'enquêtes, de feuillets, mais qu'il ne
en fait, n'ont pas vraiment d'écho parce que c'est quand même une revue très confidentielle. Et là, ce Xavier Poussard s'allie à quelqu'un qui est sur Twitter, qui a un gros compte, qui s'appelle Zoé Sagan, et qui, lui, est très suivi, qui est par à la fois les journalistes, les politiques. Enfin, c'est quelqu'un, il a 180 000 followers, ce qui n'est pas énorme, mais il est suivi par beaucoup de gens qui sont des vrais gros relais. Et Zoé Sagan, qui est en fait un pseudo, en fait c'est un homme derrière, lui, son principe c'est de mélanger l'information et la désinformation. Et dans son compte, on trouve beaucoup de désinformation et de n'importe quoi, dont cette affaire Brigitte Macron, et puis aussi quelques vraies informations. Laurent Cordonnier. Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir par qui cette histoire a été reprise. Évidemment, elle n'aurait pas eu beaucoup d'écho parce que des rumeurs de ce type-là, c'est comme vous l'évoquiez, hein, c'est pas nouveau. On a eu Michelle Obama, ça touche aussi Kate Middleton à présent, figurez-vous. Mais c'est intéressant de voir que c'est en effet une extrême droite française menée notamment par Alain Soral, mais qui est une histoire qui a aussi été reprise et relayée par l'ancien humoriste Dieudonné Mbalambala, par l'ancien chanteur Francis Lalanne, qui ont tous en commun de partager des théories du complot qui visent à soutenir qu'il existerait des élites mondiales décadentes qui chercheraient en réalité à détruire l'Occident. Évidemment, le président de la République en ferait partie. Détruire l'Occident par l'importation massive de population, hein, la théorie du grand remplacement, évidemment, mais aussi par la destruction des racines chrétiennes de l'Occident, par la promotion de ce qu'ils appellent le LGBTisme. Et là, on voit bien le lien avec cette rumeur, en réalité transphobe, qui consiste à essayer de dire que nos élites sont décadentes moralement, promeuvent l'homosexualité, cherchent à réduire le taux de natalité en France. Hein. C'est comme ça qu'on expliquerait les chiffres récents sur la natalité. Et donc, c'est une pièce, c'est un rouage de toute une mécanique beaucoup plus large qui explique aussi son exportation aux États-Unis dans les sphères complotistes américaines qui partagent exactement cette vision-là d'élite mondialisée autodestructrice. Oui, d'ailleurs, je vous propose d'entendre la version américaine, cette fois-ci donc de cette rumeur faisant donc de Michelle Obama un homme. Et là, je vais vous faire entendre Alex Jones. Alex Jones est une sorte de propagandiste qui, lui, s'exprime via un micro de radio. On va l'entendre présenter donc cette version US. Now, let me go ahead and show you this. And we've had doctors on about this. Her shoulders are too wide. She's on like the 100th percentile of women, okay, with her body type. Her arms, everything. She always has this pooch, like she's wearing either a codpiece or has genitalia, okay? Now, she looks like a man. And I mean, I'm sorry. Voilà, donc Alex Jones explique que Michelle Obama a des épaules trop larges pour être une femme, qu'elle ressemble à un homme. C'est quasiment mot pour mot ce que l'on dit sur Brigitte Macron. Mais alors quand même, Emmanuel Anison, quand on dit à ces personnes que la même chose existe aux États-Unis, ça ne leur met pas la puce à l'oreille, ça ne les incite pas à remiser leurs fake news? Oui, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est que d'abord, c'est étonnant parce que effectivement, c'est vraiment exactement le même process quand on regarde la façon dont ça s'est passé pour Michelle Obama, avec les mêmes mots et la même façon de détourner des images, des vidéos. C'est la même façon aussi en Espagne. Hein. C'est parce que ça a touché aussi la femme de Pedro Sanchez, le président espagnol. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'international. Et quand j'en parle à Natacha Herrera en lui disant, mais quand même, voilà, les États-Unis, l'Espagne, et puis je crois qu'il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Ça veut bien dire, vous voyez bien que vous êtes quand même dans quelque chose qui est absurde. Enfin, Elle me dit, mais non, ça prouve justement qu'il y a des trans à la tête de tous les États aujourd'hui. Et donc, pourquoi a-t-on placé des trans à la tête de tous ces États ? Et pourquoi ? Parce que, selon elle, l'État profond, où des gens ont intérêt à ce qu'il y ait ce dévoiement des élites et à pouvoir exercer éventuellement un chantage sur eux. Et donc, il y a tout un argumentaire qui se met en place, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve complètement dépourvu d'arguments face à ce genre de réponse. Jean-Lémarie. Ça veut dire que vous observez aussi finalement une réponse à toutes les objections. Tout fait système en fait, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai passé en fait l'idée de cette immersion, c'était de vraiment sans surplomb d'essayer de comprendre ce qu'ils étaient, d'essayer de vraiment et de discuter avec eux, d'échanger. Et finalement, à chaque fois qu'on essaie d'avoir une réponse un peu argumentée et un peu rationnelle, on se retrouve avec des arguments qui sont inversés.
Laurent Cordonnier. Et en réalité, c'est le propre de toute théorie du complot. Elle est infalsifiable, puisqu'on n'amène pas... Ça veut dire quoi, infalsifiable? On ne peut pas démontrer sa fausseté, tout simplement parce qu'on n'amène pas des arguments. On amène un empilement d'anomalies perçues. Et donc, si on arrive à expliquer pourquoi une de ces anomalies n'en est pas une, par exemple, sur telle photo, Brigitte Macron ressemble à un homme ou je ne sais pas quoi, mais en réalité, on peut l'expliquer par l'angle de la photo ou que sais-je, c'est pas grave. Il existe d'autres anomalies. La possibilité de trouver des anomalies dans les images et dans les déclarations est telle qu'il sera toujours possible de rétorquer quelque chose. C'est-à-dire, Laurent Cordonnier, ce qui est surprenant dans cette thèse, c'est que justement, elle est bancale, elle doit être fondée sur une accumulation de détails, de choses présentées comme des incongruités qui donnent le vertige. On a du mal à s'y retrouver, et ça, pour autant, ça n'empêche pas ceux qu'Emmanuel Anison appelle des défiants d'adhérer à ces thèses-là. En réalité, c'est une question qu'on se pose beaucoup en recherche sur les théories du complot. Est-ce que les gens croient vraiment aux théories du complot? Et quand ils disent y croire, hein, et sur quel mode surtout ils y croient? On développe l'idée avec quelques collègues que les croyances dans les théories du complot seraient en quelque sorte des proto-croyances. C'est pas une croyance au même titre qu'aujourd'hui il fait beau ou il pleut ou ce genre de choses. C'est une disposition à ne pas être surpris si c'était vrai. Si on m'annonçait demain que Brigitte Macron est un homme, je ne serais pas surpris. Voilà ce que ça veut dire croire à une théorie du complot comme celle-là. Et ça permet d'expliquer pourquoi, et des études le montrent depuis bien longtemps maintenant, pourquoi les personnes sensibles aux théories du complot peuvent croire simultanément à des théories du complot qui sont contradictoires entre elles sur un même sujet. Par exemple, il y avait cette théorie du complot sur Lady Diana qui aurait été assassinée, elle n'est pas morte dans un accident, assassinée, et d'autres théories du complot qui disaient que Lady Diana était en réalité encore en vie, cachée quelque part. Et ben, on a réalisé à l'époque, quand des chercheurs ont interrogé les croyances dans cette théorie, que les gens qui croyaient à une des théories du complot avaient aussi très fortement tendance à croire à l'autre, alors qu'elles sont mutuellement incompatibles. Soit Lady Diana est morte assassinée, soit elle est encore vivante quelque part. En réalité, probablement, ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là ne seraient pas surprises si l'une ou l'autre des versions de cette théorie du complot était vraie. Ce qui les surprendrait, c'est que la version officielle soit vraie. Et en fait, ça démontre vraiment le fond du problème des théories du complot. C'est un problème de défiance à l'égard de toute parole qui peut paraître, entre guillemets, officielle, c'est-à-dire une parole d'institution, une parole de médias, mais aussi une parole de chercheurs, de scientifiques. C'est pour ça que le dénianisme climatique, aujourd'hui, c'est aussi une forme de complotisme, évidemment. Et c'est aussi une manière de dire que finalement, il y a une sorte de système pourri qui va donc de la tête, évidemment, là en l'occurrence le couple présidentiel, jusqu'au corps. Le corps, il est constitué aussi de ces journalistes mainstream qui refusent de croire à l'évidence. Absolument, tout le monde fait partie de la grande machine du complot en réalité. Et c'est bien là qu'on voit que cette machine ne peut pas exister, parce que les intérêts entre journalistes sont trop différents, entre politiques sont trop différents, des affaires importantes sortiraient, seraient trahies, seraient dénoncées par des gens, etc. Mais peu importe, l'idée générale, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà le mantra complotiste. Peut-être que cet événement-là n'est pas vrai. Si on prouve qu'il n'est pas vrai, c'est pas grave. Mais en attendant, on a des doutes. Et les doutes, on en a sur plein de choses. Moi, je pense quand même on a des questions à se poser quand même sur notre fonctionnement. Je veux dire, si les défiants sont de plus en plus nombreux, s'il y a ce fossé de plus en plus important entre des élites, des institutions, des journalistes perçus comme complètement aussi alliés à ces élites, dévoyés de ça, c'est peut-être quand même qu'on a failli. Enfin, c'est ce que j'essaie quand même d'avancer dans le livre. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que quand il y a eu une trop grande impunité de puissants dans des affaires de violences sexuelles. On les voit avec MeToo aujourd'hui. Quand on a, par exemple, l'affaire Epstein, qui aujourd'hui, qui les remet... Grand sujet dans la sphère complotiste. Exactement. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui, avec un réseau de puissants dans le monde entier, a organisé un réseau de prostitution avec des mineurs, enfin voilà, et de violences sexuelles, et qui protégerait, et qui aurait protégé des puissants. Alors on peut dire aurait protégé, mais n'empêche que le prince Andrew a quand même eu des soucis sur cette question, et il y en a d'autres. Bon voilà, il y a des noms qui circulent. Ce que je veux dire par là simplement, c'est que je pense on est dans une ère quand même aussi de la transparence. On est dans une ère où les gens cherchent, réclament plus de transparence, réclament peut-être plus d'horizontalité aussi. On a été dans un monde qui ne l'était pas, qui était très vertical, et je pense que ça doit nous interpeller quand même collectivement.
Jean Lémarie. Et puis plus banalement, le mensonge n'est pas absent de la vie politique, loin de là. Le rapport à la vérité est souvent très altéré dans le discours politique, dans le regard qu'il porte sur la société et sur les faits réels, les faits vrais. Oui, je pense que vous avez complètement raison. L'adhésion à des théories du complot ou le succès des théories du complot, c'est un symptôme d'une société qui est plus ou moins malade. On l'a montré dans une étude en 2021 avec des collègues dans laquelle on montre, c'est des comparaisons internationales, que les pays dans lesquels le niveau d'adhésion à des thèses complotistes est le plus élevé sont les pays où le niveau de corruption du secteur public est le plus élevé. Alors évidemment, comme le niveau de corruption du secteur public en France est relativement bas par rapport aux pays auxquels on les a comparés, au niveau mondial, le niveau de sensibilité au complotisme est aussi relativement bas. C'est pas parce qu'elles circulent qu'on les voit que tout le monde croit à ce genre de théorie, loin de là. Mais ce qu'on montre dans cette étude, c'est bien qu'en réalité, dans une société qui ne marche pas bien, le complotisme a un terreau favorable sur lequel il va se développer. En d'autres termes, il ne faut pas laisser l'occasion à la défiance d'avoir de bonnes raisons de se manifester. Hein. Le mensonge politique, parfois les mensonges médiatiques sur certaines affaires, les omissions, les secrets trop bien gardés entre journalistes et politiques, etc. Tout ça contribue à former ce terreau sur lequel ces idées-là peuvent fleurir. Sans ce terreau-là, pas de théorie du complot. Mais alors, quels sont les pays où justement ces théories prospèrent le plus, Laurent Cordonnier? Alors, quand on regarde, la corrélation est quasi linéaire avec le niveau de corruption des institutions du secteur public en réalité. Évidemment, les pays, par exemple dans notre étude, je crois que c'était le Nigeria qui remportait la palme, etc. Donc les pays européens sont beaucoup moins touchés. Les pays d'Europe du Nord sont vraiment le moins touchés, comme souvent sur ce genre de problématiques. Et la France se situe pas trop mal. Et alors, ce qui est là aussi fascinant, Emmanuel Anison, c'est que dès lors qu'il y a donc ce type d'enquête ou de recherche scientifique, je mets tout ça avec les guillemets qui conviennent bien entendu, eh bien, on a affaire à des chapelles, parce que là aussi, ce que vous appelez des brigittologues, eh bien, ils ne sont plus unis, ils sont aujourd'hui désunis et chacun y va de ces théories, des théories contradictoires. Il se pourrait très bien que ce devienne un monde violent, je veux dire, en interne. C'est-à-dire qu'eux-mêmes s'appellent les brigittologues. C'est-à-dire que les Français ne le savent pas, mais aujourd'hui, il y a des experts en Brigitte qui s'appellent les brigittologues. Et effectivement, il y a ceux qui se sont groupés autour de Natacha Ray et qui la soutiennent et travaillent avec elle sur le terrain. Il y a ceux qui sont autour de Xavier Poussard et qui travaillent sur le terrain. Et il y en a d'autres encore avec des groupes Telegram autres qui, eux, ont leur propre thèse. Et entre eux, ils s'étripent, ils ne sont pas d'accord, ils cherchent, ils trouvent, ils élaborent des trucs mais qui sont parfois qui sont absolument absurdissimes, que je raconte dans le livre. Mais ils s'étripent, effectivement, parce qu'on a affaire à des gens qui ils passent des mois, ils passent des années, en fait, à travailler sur ces Mais j'ai questions. presque envie de vous demander ce qu'ils font, parce que ça doit être difficile quand même de combler ces journées. Alors, non, mais alors, il y a une Natacha Ray, par exemple, qui, elle, a perdu son travail à un moment et ça l'a occupée à plein temps. Et elle s'est clairement marginalisée. Et vraiment, elle a été happée par cette histoire. Et c'est assez terrible. Hein. Et il y a aussi, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, travaille à Amiens, mais un jour par semaine, voilà, un jour par semaine, il travaille sur cette enquête. C'est une forme de militantisme. Quel est le poids politique de cela, Laurent Cordonnier? Comment ça influe sur le champ politique? Alors, c'est une très bonne question. En réalité, l'effet des théories du complot a été étudié sur la vie démocratique. On sait par exemple que les personnes qui se mettent à adhérer à des théories du complot ont moins envie de participer à la vie démocratique par le vote, par exemple. Donc il y a des problèmes de ce genre-là. Mais on comprend bien, surtout avec une histoire comme celle qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on peut tirer très peu de conséquences si on croit à une théorie comme celle-là. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie et qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs si Brigitte Macron était un homme, hein, franchement. Ça veut dire déjà que vous ne votez pas pour Emmanuel Macron parce qu'il a menti. Il n'a pas menti, il n'a pas affirmé quoi que ce soit sur cette question. On a entendu tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce que ces théories contribuent à faire, c'est alimenter un climat de défiance. Et c'est en cela que la démocratie se retrouve abîmée progressivement par les théories du complot. Jean Lémarie, vous qui faites le billet politique. Est-ce que les politiques ont la moindre prise là-dessus? Quel est leur intérêt lorsque la rumeur prospère? La laisser prospérer ou la démentir tout de suite? Alors, les politiques ont une prise sur ce genre d'événement, c'est-à-dire que, comme on l'évoquait précédemment, une démocratie saine ne verrait pas fleurir de théories du complot. C'est-à-dire que les politiques ont à être irréprochables
voilà leur travail irréprochable dans leur travail de politique, tout comme les médias ont à être irréprochables face à leur déontologie médiatique. Et ensuite, comment réagir quand on est soi-même touché par une théorie de ce type-là? À titre personnel, je pense que le mieux est de ne pas répondre du tout, parce que aucune réponse ne sera satisfaisante. On peut évidemment produire un acte de naissance ou des photos enfants, etc., Ouais. etc. Tout ça, ça sera vu comme étant des faux, etc. On passera à nouveau des journées à analyser ces photos pour montrer comment elles ont peut-être été manipulées, etc. Emmanuel Alors, Anison. ça a été la réponse de l'entourage et de l'avocat de Brigitte Macron, de dire ça ne sert à rien parce que plus on produira, plus de toute façon ce sera sans fin. En même temps, on peut noter que par exemple la politique de Michelle Obama a été d'ouvrir son album de famille, d'ouvrir la famille a parlé, sa famille a parlé, son frère, de son enfance. Il y a quand même une volonté de transparence qui a eu un certain effet quand même. Et je ne sais pas si la solution est de se murer dans le silence dans lequel aujourd'hui, effectivement, Brigitte Macron et toute sa famille en fait s'est murée, parce que le silence nourrit aussi la suspicion. Bien sûr, mais je pense que la transparence est importante sur des questions qui ont une importance. Par exemple, sur une théorie du complot concernant un attentat ou ce genre de choses, là, il est important de répondre, de dire pourquoi est-ce que les éléments qui sont amenés sont faux, pourquoi ces incohérences n'en sont pas réellement, etc., etc. Par contre, quand c'est quelque chose qui touche la vie privée d'un individu et qui n'a aucune conséquence, une nouvelle fois, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'alimenter la machine par les personnes concernées. Et lorsque l'on voit, Emmanuel Anison, qu'effectivement, la différence avec l'affaire Markovitch pour l'époque Pompidou, c'est d'une part que l'affaire Markovitch était lancée par une officine. Là, il y avait une dimension politique claire. D'autre part, il était possible de l'oublier, alors que celle-ci, elle est constamment, quotidiennement alimentée sur Internet. C'est une sorte de puits sans fond aujourd'hui. Oui, c'est un puits sans fond. Alors, sur les conséquences, quand même, je voudrais dire, eux, l'idée, c'est que si Brigitte Macron est un homme, ça veut dire qu'il y a des puissances extérieures qui peuvent agir, exercer du chantage. Donc, vous voyez, on n'est pas que dans... Ça n'est pas de conséquences. Parce que le mensonge sur le sexe, l'identité sexuelle, pardon, en fait, permettrait à des puissances étrangères d'agir sur le président, qui deviendrait une marionnette aux mains des puissances étrangères. Oui, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond, d'abord parce qu'il est effectivement international, et parce que, au-delà de l'aspect politique, c'est un problème sociétal. C'est-à-dire qu'on est effectivement face à un problème de fossé entre toute une partie de la population, ces élites, et que ça, il va falloir travailler là-dessus si on ne veut pas que ça continue. Un mot de conclusion, Laurent Cordonnier. On a, semble-t-il, l'obligation désormais, hélas, de vivre avec cela, avec cette nouvelle dimension dans le débat public. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop en faire. C'est-à-dire que ce genre d'histoire, on en aura sans arrêt de nouvelles, elles vont circuler. Il ne faut pas non plus penser que nos concitoyens sont crédules, vont gober ce genre d'histoire dans des proportions importantes. Parfois, c'est aussi un jeu de passer ce genre de rumeurs. On s'est toujours moqué des dominants, on s'est toujours moqué des élites, on les a toujours raillés, etc. Donc, il ne faut peut-être pas trop en faire et s'intéresser surtout aux causes profondes qu'on a évoquées, c'est-à-dire à ce terreau qui permet de nourrir la défiance. Il faut couper les bonnes raisons que peuvent s'imaginer certains avoir pour être défiants à l'égard de votre travail médiatique, par exemple, ou à l'égard du travail politique. Et là-dessus, comme je le disais, c'est être irréprochable, tant pour les médias que pour les politiques. Totalement. Merci Laurent Cordonnier. Je rappelle que vous êtes sociologue et directeur de la recherche de la Fondation Descartes. Merci Emmanuel Anison. Votre livre, L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, aux éditions Studio Fact.